Takazok à toi, rôliste. Bienvenue dans ma troisième vidéo d'aide au maître de jeu. Cette fois-ci, je vais vous parler de la mort en jeu de rôle et des combats. Mais commençons tout de suite. Il est important de bien faire comprendre aux joueurs que leur personnage n'est pas intuable. Il est fait de chair et de sang, exception faite pour les forgeliers dont la vie ne tient qu'à un fil, qui est le bon vouloir du maître de jeu. Bien que ce dernier se doit de garder une neutralité la plus totale, il doit aussi mettre des limites de stupidité. Afin de bien montrer que faire des actes stupides peut entraîner des conséquences pour son bien-être, celui du groupe ou du monde qui l'entoure, le maître de jeu se doit de réagir de la meilleure manière que ce soit, donc en faisant continuer les événements tels qu'ils se seraient produits dans la vraie vie. Par exemple, un joueur entend parler d'un coffre dans un fleuve et décide de sauter dedans en armure lourde. Très bête, me direz-vous. Ce qui va entraîner un malus très important à la natation, voire quasi impossible. Pour le personnage, cela va entraîner une perte de conscience, un manque d'oxygène, pour se traduire en un malus permanent en intelligence. Sinon, il faut vraiment que quelqu'un vienne le sauver, sinon c'est la mort. Direct, sauter dans l'eau en armure lourde, ça ne pardonne pas. Il se peut que vous rencontriez des joueurs qui ont du mal avec le concept de survie et passent leur temps à mourir à cause de la malchance, voire de leur propre dessein. Coucou Jus, pour ce genre de joueur, j'ai mis en place une solution. Il ne peut utiliser une race/classe déjà utilisée auparavant. Pour un joueur adorant les gros bourrins, mourir à la chaîne pourrait entraîner irrémédiablement l'arrivée de personnages elfes, mages, le genre de truc qu'il déteste jouer. Et va donc devenir un peu plus prudent. En tant que gnome barbare, c'est assez dur quand même. Ensuite, la mort d'un personnage n'est pas forcément négatif. Bon, ok, toujours pour le joueur en question. Le groupe, par contre, s'il est soudé, seront choqués par sa mort et il leur faudra l'enterrer ou encore prévenir sa famille de sa mort. Cela peut très bien entraîner toute une quête de ramener le corps à sa famille, etc. Ou alors vous avez des joueurs comme les miens qui laissent pourrir les cadavres sur le côté de la route et ils n'en ont absolument rien à foutre. La plupart des personnages morts sous ma brillante supervision ne sont pas morts en combat la plupart du temps. Elles sont le plus souvent le résultat d'actions de joueurs frisant l'inconscience, voire la folie. Cela va du personnage traversant un pont de corde en harnois de guerre sur son destrier de guerre, en passant par le meurtre de civils en plein jour et en pleine ville, ou encore d'attraper une maladie et de ne rien faire pour la guérir. Le joueur se doit d'avoir toujours un moyen de sauver son personnage, via un jet de dés. Un jet d'agilité par exemple pour notre guerrier en harnois, pour qu'il puisse se rattraper au bord. Et après, un autre de force pour voir s'il arrive à tenir d'une seule main ou des deux, suspendu au pont, avec son armure. Si personne ne lui vient en aide, ce sera la mort quasi assurée. Mais ce n'est pas forcément la fin pour ce personnage, vous pouvez amener le fait qu'il va tomber au fond, se casser les deux jambes et crier à l'aide. Et alors là, c'est à ses compagnons de venir le sauver. Ce qui peut entraîner plusieurs actions qui pourraient être intéressantes au niveau de la partie, ou pas du tout, c'est à vous de voir bien entendu. Pour finir sur la mort des personnages, toutes les morts ne sont pas négatives. La mort honorable est tout à fait possible. La mort honorable se passe lorsqu'un personnage, suivant son RP, décide de tout sacrifier pour sauver le groupe, une ville, voire le monde dans lequel ils vivent. Le maître de jeu se doit de faire de ce moment une action inoubliable pour le personnage et surtout pour le joueur. Par exemple, un prêtre de Sigmar arrêtant une horde de Skaven à travers le seul pont donnant accès aux mines sous Talabheim, laissant le temps à ses compagnons de fuir, le temps que la mèche de poudre noire atteigne les 300 barils d'explosifs placés sur le pont. Le maître de jeu pourrait sauver ce personnage, mais cela diminuerait au réalisme ainsi que à la continuité que pourrait avoir ce genre d'acte. Il suffit simplement de donner aux joueurs la possibilité de recréer un personnage, mais sans malus, voire avec un possible bonus minimum. Par contre, pour les morts bêtes, rien ne vaut le malus déjà mis en place par les livres de règles. Un niveau en moins que les autres est déjà un bon moyen pour mettre les choses au clair. Par exemple, un personnage sautant dans un portail magique sans aucune vérification, encore plus si celui-ci fut vérifié par un autre membre du groupe, et qu'elle remarqua que cela entraînait la destruction de tout objet rentrant dedans. Hey Flo. Ou le suicide d'un personnage après une blessure handicapante. Hey Jus, encore. Passons à la deuxième partie de cette vidéo et abordons quelques conseils pour les combats. Les combats en jeu de rôle sont très lents, et encore plus lents avec plus de 4 personnages dans le groupe. Il vous faudra impérativement limiter la discussion entre les joueurs, autant
pour les discussions IRL que pour les discussions en rapport avec le jeu de rôle. En combat, l'on ne peut dire que de brèves phrases sans quoi l'on perd son tour à parler. Pour les discussions IRL, rien ne vaut une punition in-game telle qu'une pierre tombant du plafond, le joueur trébuchant, ou encore se faisant un claquage musculaire, ou, pour terminer, glisser sur son cul au sol. Les dégâts se doivent d'être minimum. Deuxièmement, il faut limiter drastiquement le temps de réflexion des joueurs. Ils se doivent de savoir ce qu'ils vont faire à l'avance. Quand c'est le tour d'un joueur et qu'il semble ne pas avoir suivi du tout le déroulement du combat, laissez-lui le minimum de temps possible et commencez à décompter en précisant qu'à 0, il passera son tour. Il faudra aussi faire clairement attention aux lanceurs de sorts. Si à chaque fois qu'un lanceur de sorts doit aller voir dans le livre de règles ou dans un livre de sorts spécifique ce que fait exactement son sort, cela peut prendre plusieurs minutes. Il lui faut alors noter chaque sort, son effet, son temps d'incantation et surtout la page du sort dans le livre des règles, afin que le maître de jeu puisse rapidement vérifier le dit sort. Ensuite vient l'importance du descriptif en combat. L'environnement doit être décrit le plus précisément possible afin que les joueurs en phase de combat puissent utiliser cet environnement selon leur bon vouloir et celui de Dame Chance. Par exemple, utiliser une table comme point d'appui pour un saut, ou encore renverser un tonneau d'eau pour électrocuter un groupe de monstres, voire utiliser les couverts de la table comme arme de jet. Ces actions peuvent entraîner des bonus ou des malus selon les jets de dés de vos joueurs. À vous d'imaginer les possibles ratages et réussites que cela pourrait entraîner. Il est essentiel de décrire le combat, pas chaque attaque de chaque protagoniste, mais plus les réussites marquantes et ratages, telles que la mort d'un ennemi ou un échec critique. Il y a deux écoles pour le descriptif en combat, soit le maître de jeu fera toutes les descriptions, soit chaque joueur pourra décrire la manière dont il tue son opposant. La première a comme avantage que le maître de jeu gardera un contrôle cinématographique de son jeu de rôle et pourra tenter de faire plaisir à ses joueurs via des finish moves de son cru. La seconde, beaucoup plus appréciée des joueurs, laisse libre cours à l'imagination des joueurs, rendant leurs personnages un peu plus tels qu'ils le veulent, ce qui leur amènera encore plus de satisfaction à tuer un monstre. Donc oui, c'est eux qui vont commencer à décrire la manière dont ils vont tuer ce monstre. Mais cela peut aussi entraîner l'exagération du joueur allant dans la barbarie pure. Hey Jus, encore toi? Mais bon, j'ai comme exemple un personnage possédant une arme principale puissante ayant pris l'initiative de l'enfoncer tout le long dans le corps de son adversaire après l'avoir coupé en deux. Il se retourne face à ses deux adversaires suivants et continue son attaque. C'est à ce moment-là qu'il faut réagir en lui disant qu'il a oublié qu'il ne peut pas utiliser son arme principale car elle est toujours enfoncée dans le fond de son premier adversaire et il est obligé d'utiliser sa deuxième arme pour attaquer. Finissons par les échecs critiques. N'ayez pas peur de décrire le ratage monumentaux qu'entraîne un fumble, tel que lâcher son arme, faire ricocher une flèche sur un mur allant s'enfoncer dans le dos d'un petit camarade, voire se prendre des dégâts en tapant à main nue sur un mur de granit. Mais encore, à vous d'imaginer le pire et le moins pire. Je vais terminer ce sujet en parlant d'une aide pour les combats qui est attrayante mais un petit peu chère. Donc c'est le tapis de jeu. Un tapis de jeu qui est effaçable et qui permet donc avec plusieurs couleurs de dessiner vos plans, etc. à l'avance et de ne pas devoir utiliser des feuilles pour ça. Et c'est vraiment très utile, c'est assez large, assez grand. Il y a deux types, le petit et le grand. Moi j'avais pris le grand et ça permet vraiment de faire quasi tout. Donc une minimap dans un côté pour savoir où est-ce qu'il se déplace dans le donjon qui se développe petit à petit sur la carte, voir s'il n'y a pas assez de place, on efface et on fait une plus grosse pièce vue de plus grand pour pouvoir bien voir ce qui pourrait se passer pendant le combat. Si en plus vous avez des compétences en dessin, c'est encore mieux, vous pouvez juste faire tout ce que vous voulez là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été jusqu'au bout de ma vidéo. Si vous avez appris quelque chose ou apprécié ce moment, vous savez quoi faire. Maintenant, je m'en vais pour retrouver mes PJ. Alors, qu'est-ce que vous faites ?